On dit que l'univers a des secrets qu'il chuchote seulement à ceux qui osent s'approcher. Des secrets lourds, silencieux, suspendus dans le vide comme des ombres vivantes. Parmi eux, les trous noirs. Des géants invisibles, tapis dans l'obscurité, façonnant l'espace comme un artisan tordrait du métal encore chaud. Ils n'émettent aucune lumière. Ils ne parlent pas. Et pourtant, ils gouvernent l'univers avec une autorité absolue. Ce soir, nous partons les rencontrer. Non pas comme des scientifiques enfermés dans un laboratoire, mais comme des voyageurs, flottant entre les étoiles, observant ces monstres cosmiques avec la douceur et la prudence d'un explorateur approchant une créature sauvage. Il existe, quelque part entre les nébuleuses colorées et les vents stellaires, des étoiles dont la seule présence impose le respect. Des astres titanesques, nés dans les bras des galaxies comme des braises monumentales capables de façonner leur environnement sur des centaines d'années-lumière. Pour comprendre la naissance d'un trou noir, il faut d'abord apprendre à écouter l'histoire de ces étoiles colossales. Elles brillent plus fort, plus chaud, plus vite que toutes les autres. Imagine une sphère de feu bleuté, 10 fois plus large que le Soleil, mais contenant 20, 30, 50 fois plus de masse. Une étoile dont la lumière, en un seul instant, suffirait à surpasser l'ensemble des étoiles les plus lumineuses visibles depuis la Terre. Ces astres vivent intensément. Là où notre Soleil brûlera paisiblement durant 10 milliards d'années, les géants bleus, eux, ne durent qu'une fraction de ce temps, parfois seulement quelques millions d'années. À l'échelle cosmique, c'est un souffle, une étincelle passagère. Et pourtant, dans ce souffle, tout se joue. La lutte éternelle entre la lumière et la gravité. Une étoile est un équilibre fragile. À chaque instant de sa vie, elle mène un duel silencieux. La gravité, qui tire tout vers le centre et veut écraser l'étoile. La pression interne, générée par les réactions de fusion nucléaire, qui pousse vers l'extérieur. Quand ces deux forces s'accordent parfaitement, l'étoile vit. Elle respire. Elle brûle. Mais ce combat n'est pas éternel. Pour les étoiles massives, l'énergie brûlée est monstrueuse, presque vorace. Elles dévorent leur carburant nucléaire comme une forge affamée. D'abord l'hydrogène, puis l'hélium, puis des éléments de plus en plus lourds, créés à des températures inimaginables. On pourrait comparer cela à une gigantesque horloge cosmique. Chaque élément fusionné correspond à une marche dans une descente vers une fin inévitable. L'hydrogène dure des millions d'années. L'hélium, quelques centaines. Est-ce de milliers d'années? Le carbone, l'oxygène, quelques millénaires. Le néon, le silicium, peut-être quelques jours. Et puis, au terme de cette descente, se dresse le fer. L'obstacle absolu. Le fer, la porte verrouillée de l'étoile. Il existe une règle fondamentale de l'univers. Flèche droite noire fusionnée du fer ne produit plus d'énergie, cela en consomme. Lorsque le cœur d'une étoile massive devient majoritairement du fer, la mécanique change. La pression interne, incapable de se renouveler par la fusion, s'effondre. La gravité, cette force patiente, se jette alors sur l'étoile comme un prédateur qui attendait son heure. En moins d'une seconde, le cœur s'écrase sur lui-même. Les atomes sont comprimés à une densité inhumaine. Les électrons sont forcés de s'unir aux protons, créant des neutrons dans une réaction violente qui libère une énergie colossale. C'est un effondrement total. Un effondrement qui ne peut être stoppé que par un miracle physique. L'explosion la plus violente de l'univers. Quand le cœur atteint une densité extrême, un phénomène se produit. Il devient soudain rigide, comme si la matière refusait d'être compressée davantage. Cet arrêt brutal déclenche un rebond titanesque. Une onde de choc traverse l'étoile, déchirant ses couches externes. Ce moment porte un nom. Index revers pointant vers la droite blanc supernova. Une explosion si brillante qu'elle peut éclipser toute une galaxie pendant plusieurs jours. Une explosion qui forge les éléments lourds, l'or, l'argent, le cuivre, tout ce qui compose nos bijoux, nos circuits électroniques, et même nos propres cellules. Tout ce que nous sommes vient du cœur de ces morts stellaires. Et pourtant, malgré cette violence,
il subsiste quelque chose au centre. Un noyau écrasé, privé d'énergie, trop dense, trop compact pour redevenir une étoile. Ce noyau, c'est le tout premier battement du cœur d'un trou noir. Quand la matière renonce à résister. Pour les étoiles massives, l'effondrement ne s'arrête pas au stade d'étoile à neutrons. Il continue. La gravité est tellement forte que même les neutrons, pourtant extrêmement résistants, n'arrivent plus à tenir. La densité dépasse les limites connues de la physique. La matière s'écrase vers un point infiniment petit. Ou du moins, infiniment petit selon nos équations actuelles. C'est à ce moment exact que naît le trou noir. Une région de l'espace où la lumière ne peut plus s'échapper. La matière ne peut plus s'opposer. Le temps lui-même commence à se tordre. Une ombre dans l'univers. Un silence parfait. Un royaume d'où rien ne revient. Ainsi naissent les monstres cosmiques. Les trous noirs stellaires ne sont donc pas des anomalies. Ils sont les enfants naturels de la vie des étoiles massives. Les héritiers de millions d'années d'énergie accumulée et libérée. Le dernier souffle des titans bleus qui ont illuminé l'univers bien avant que la Terre n'existe. Chaque trou noir raconte l'histoire d'une étoile morte. Une histoire écrite en l'homme. Hier, et effacée dans l'ombre. Il existe des découvertes qui sont faites dans des laboratoires, à la lumière des lampes, entre deux pages de notes griffonnées dans l'urgence. Et puis, il en existe d'autres, qui naissent dans l'ombre. Des découvertes si étranges que personne ne sait vraiment comment les accepter. Des idées qui semblent d'abord impossibles, absurdes, presque insultantes pour la logique humaine. Les trous noirs appartiennent à cette seconde catégorie. Ils font partie de ces vérités de l'univers qui, pendant longtemps, n'ont été que des murmures mathématiques, des équations qui parlaient d'un royaume que personne n'osait croire réel. Pour comprendre comment l'humanité a découvert les trous noirs, il faut remonter le fil du temps, bien avant les télescopes modernes, avant même Einstein. Au XVIIIe siècle, le ciel est un mystère. Les scientifiques observent les étoiles comme on contemple une mer lointaine, fascinés, mais incapables d'en sonder les profondeurs. Et pourtant, en 1783, un homme, presque oublié aujourd'hui, ose un raisonnement inimaginable. John Michell, un philosophe et naturaliste anglais, écrit une lettre à la Royal Society. Dans cette lettre, il imagine une étoile si massive, si dense, que sa gravité serait capable d'attirer la lumière elle-même. À l'époque, on pense que la lumière est faite de petites particules. Donc Michel se dit: si la gravité peut attirer des projectiles, pourquoi ne pourrait-elle pas attirer la lumière? Il calcule même la taille d'une telle étoile, ce qu'il appelle une étoile noire. Une intuition extraordinaire. Un éclat de lumière dans la nuit de l'ignorance. Mais personne n'y prête grande attention. C'était trop tôt. Beaucoup trop tôt. Sans théorie de la gravité moderne, ces étoiles noires ressemblent davantage à une fantaisie qu'à une prédiction. Alors l'idée s'endort. Pour près de 2 siècles. 1915, Einstein réécrit la gravité. Puis arrive Albert Einstein. Il publie la relativité générale, une nouvelle manière de penser l'univers. Dans cette théorie, la gravité n'est plus une force mystérieuse. Flèche droite noire, c'est la courbure de l'espace et du temps eux-mêmes. L'univers devient un tissu flexible. La matière le déforme. La lumière suit ses déformations. C'est une révolution totale. Mais personne ne pense encore au trou noir. Cette théorie vient à peine d'éclore, elle est trop nouvelle pour être poussée à ses extrêmes. Et pourtant, quelqu'un va oser franchir cette limite. 1916, Karl Schwarzschild, le soldat qui trouve l'impossible. Dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, un physicien allemand, Karl Schwarzschild, obtient par hasard une copie du nouvel article d'Einstein. Il décide de résoudre les équations pour décrire l'espace autour d'une étoile parfaitement sphérique. Les mathématiciens pensent que ces équations sont presque impossibles à manipuler. Mais Schwarzschild, en plein milieu d'un champ de bataille, parvient à les résoudre. Et ce qu'il découvre n'aurait jamais dû exister.
Ces calculs montrent qu'il est possible d'avoir une région de l'espace où la gravité devient infinie. Le temps se fige. Et rien ne peut s'échapper. Il découvre la solution qui décrit un trou noir. Mais à l'époque, personne n'ose l'interpréter ainsi. On trouve cela trop extrême. On parle de singularité mathématique. On se rassure en se disant que cette situation ne peut exister dans la nature. Schwarzschild meurt un an plus tard, ignorant qu'il vient de prédire l'un des objets les plus importants de l'univers. Année 1930, on commence à y croire. Pendant longtemps, les trous noirs restent des curiosités mathématiques. Presque tout le monde pense qu'ils ne peuvent pas être réels. Mais deux jeunes physiciens américains, Robert Oppenheimer, celui qui dirigera plus tard le projet Manhattan, et Hartland Snyder, osent aller plus loin. En 1939, ils montrent qu'une étoile massive peut s'effondrer sous son propre poids jusqu'à former exactement ce que Schwarzschild avait prévu. Ils écrivent: l'effondrement gravitationnel ne peut pas être arrêté. L'étoile devient une région de l'espace isolée du reste de l'univers. Une région dont rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Le concept existe enfin. Les trous noirs sont possibles. Mais le monde a d'autres préoccupations, la guerre approche. Leur travail tombe dans l'oubli. Année 1960, l'âge d'or des trous noirs. C'est presque un miracle. Après des décennies de silence, l'idée des trous noirs revient soudain en force. Pourquoi ? Parce que les astronomes découvrent des sources d'énergie dans l'espace tellement puissantes qu'aucune étoile normale ne peut les expliquer. On détecte des quasars, lumineux comme des galaxies entières. Des pulsars, étoiles à neutrons tournant à une vitesse folle. Des rayons X intenses provenant d'objets invisibles. Les calculs pointent tous vers la même conclusion. Quelque chose d'extrêmement compact, dense et vorace est caché là, dans l'obscurité. Et un homme va donc naître un nom à ces monstres. 1967, John Wheeler baptise les Black Holes. Le physicien américain John Archibald Wheeler, en conférence, parle d'une étoile effondrée dont rien ne revient. Le terme flotte dans l'air. Puis il prononce les mots qui vont changer l'histoire de l'astrophysique. Index revers pointant vers la droite, blanc black hole. Un trou noir. Le nom est parfait. Simple. Poétique. Inquiétant. Et surtout, précis. À partir de ce moment, le concept devient réel. Les trous noirs ne sont plus des anomalies mathématiques. Ils deviennent des objets astrophysiques à part entière, des acteurs du cosmos. Et la chasse commence. Les premières preuves on voit enfin l'invisible. Même si les trous noirs ne brillent pas, leur présence déforme ce qui les entoure. La lumière s'incurve autour d'eux. La matière se réchauffe en tombant dans leur pluie gravitationnelle. Les étoiles proches sont perturbées. Les astronomes commencent à repérer des étoiles qui tournent autour d'eux, rien. Des rayons X émis par des disques de matière chaude. Des jets de plasma jaillissant de centres galactiques. Puis, au cœur de la Voie lactée, on observe des étoiles tournant autour d'un point totalement invisible. Un point contenant 4 millions de fois la masse du Soleil, dans une région plus petite que notre système solaire. C'est Sagittarius à astérisque. Le trou noir supermassif de notre galaxie. 2019, le jour où l'humanité regarde dans l'abîme. Le 10 avril 2019, pour la première fois de toute l'histoire humaine, nous obtenons une image d'un trou noir. Ce n'est pas un simple dessin. Ce n'est pas une simulation. C'est une photo, construite par un réseau de télescopes géants répartis sur toute la Terre. On y voit une ombre parfaitement circulaire. Une ombre entourée d'un halo de lumière déformé par la gravité. L'horizon des événements. L'entrée du royaume interdit. Les trous noirs sont là. Réels. Indiscutables. Majestueux. Ainsi, en 3 siècles, nous sommes passés d'une vague intuition à une prédiction mathématique, à une réalité astrophysique observable.
Les trous noirs ne sont plus des mythes. Ils sont les souverains silencieux de l'univers. Et ce n'est que le début du voyage. Il existe dans l'univers des frontières que l'on peut contempler, mesurer, parfois même franchir sans peur. Mais il en existe une autre, différente de toutes les autres. Une frontière invisible, sans surface, sans mur, sans barrière, et pourtant infranchissable. Cette frontière porte un nom mystérieux. L'horizon des événements. C'est l'un des concepts les plus fascinants, les plus poétiques, mais aussi l'un des plus déroutants de toute la physique. Pour comprendre un trou noir, il faut d'abord comprendre cet horizon. Cette limite sacrée où la lumière elle-même renonce à lutter. Le point de non-retour. Imagine un fleuve puissant, large et silencieux. À première vue, tout semble normal, jusqu'au moment où tu réalises que ce fleuve se jette dans une gigantesque chute d'eau. Tant que tu es assez loin de la chute, tu peux encore ramer, changer de direction, remonter le courant. Mais approche trop près. Et même avec le bateau le plus puissant, même avec l'énergie de tout l'univers, tu ne pourras plus t'échapper. Tu seras condamné à franchir la chute. Le trou noir fonctionne exactement comme ce fleuve. Tant que tu es en dehors de l'horizon, il est encore possible de s'éloigner. Mais une fois que tu passes en dessous, la gravité devient si extrême que rien ne peut remonter. Pas même la lumière. Pas même l'information. Rien. L'horizon des événements n'est donc pas un mur. C'est une frontière conceptuelle, dictée par la vitesse maximale de l'univers. 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Pour s'échapper de l'intérieur d'un trou noir, il faudrait aller plus vite que la lumière. Ce qui est impossible selon les lois de la nature. Aux yeux de l'observateur, le temps se déforme. La première grande bizarrerie apparaît lorsque l'on observe quelqu'un tomber vers un trou noir. Imagine un astronaute s'approchant lentement de l'horizon. Depuis ton point de vue, à distance, tu verras quelque chose d'absolument étrange. Plus il s'approche, plus il ralentit. Plus il s'approche, plus le temps lui-même s'étire. Pour toi, il ne franchira jamais l'horizon des événements. Il restera figé, comme suspendu dans le temps, devenant de plus en plus sombre à mesure que sa lumière est décalée vers le rouge. C'est l'effet de la relativité générale. L'espace et le temps se tordent autour du trou noir comme une toile de soie sous un poids immense. Mais pour l'astronaute lui-même, les choses sont très différentes. Pour lui, rien d'extraordinaire ne se produit au moment où il franchit l'horizon. Aucun choc, aucune barrière, aucune alarme. Il glisse tout simplement de l'autre côté, sans ressentir la moindre résistance. L'horreur ou la sérénité, cela dépend de ce qui l'attend après. Une surface sans surface. L'horizon des événements ressemble à une sphère invisible entourant le trou noir. Sa taille dépend directement de la masse du trou noir. On la calcule grâce au rayon de Schwarzschild, une distance simple mais fondamentale, définie en 1916. Par exemple, un trou noir de la masse du Soleil aurait un horizon d'environ 3 km. Un trou noir de 10 masses solaires, 30 km. Celui au centre de la Voie lactée, 12 millions de kilomètres. Mais malgré ces chiffres, il faut le répéter. L'horizon n'est pas une surface matérielle. Tu peux le traverser sans rien toucher. C'est une région de l'espace, pas un objet. Et pourtant, c'est le lieu le plus irréversible de l'univers. L'ultime message avant le silence. Tout objet qui tombe dans un trou noir peut encore envoyer de la lumière. Mais cette lumière mettra de plus en plus de temps à nous parvenir, et s'affaiblira progressivement. En s'approchant de l'horizon, les horloges ralentissent. La lumière se dilate. Le temps se tord comme un fil de métal chauffé à blanc. C'est une frontière où les équations prennent un ton étrange. Les distances deviennent instables. Les durées s'étirent jusqu'à l'infini. Et les trajectoires s'enroulent sur elles-mêmes. L'horizon des événements est littéralement une ligne d'ombre dans le tissu de l'univers. Pourquoi rien ne revient? Une explication simple et puissante. La raison est simple et révolutionnaire.
En dessous de l'horizon, toutes les trajectoires pointent vers l'intérieur. Même celle de la lumière. Dans notre monde normal, écrire « aller vers l'avant » ou « aller vers la gauche » est possible, ce sont deux directions différentes. Mais dans un trou noir, le temps lui-même est orienté vers le centre. Ce n'est plus un choix. Ce n'est plus une direction libre. C'est un destin imposé par la géométrie de l'espace-temps. C'est comme si l'univers disait « Ici, le centre du trou noir n'est pas un endroit, c'est votre futur. » L'horizon, la porte d'entrée la plus mystérieuse du cosmos. Lorsqu'on contemple une image de trou noir, ce que l'on voit réellement, ce n'est pas le trou noir lui-même. C'est son horizon. Un cercle parfait d'obscurité entouré d'un anneau incandescent, lumière déformée par la gravité. C'est cette frontière qui fait du trou noir ce qu'il est. Sans horizon, pas de prison gravitationnelle. Pas de royaume interdit. Pas de mystère. Et pourtant, ce n'est que la surface. Ce n'est que la première marche vers quelque chose de bien plus étrange. La région située à l'intérieur, là où le temps et l'espace s'échangent leur rôle, où la lumière se courbe à l'extrême, où la matière est condamnée à avancer vers un point d'une densité inimaginable. Là où se cache la vraie énigme. La singularité. Il arrive un moment, lors de tout voyage, où l'explorateur se retrouve face à une frontière qu'il ne peut franchir. Non pas parce qu'elle est dangereuse, ni parce qu'elle est éloignée, mais parce qu'elle défie la compréhension elle-même. Au centre d'un trou noir, derrière l'horizon, derrière la lumière avalée, derrière tout ce que nous pouvons imaginer, il existe un point où nos lois de la physique s'effondrent. Ce point porte un nom. La singularité gravitationnelle. Un concept si étrange qu'il semble presque magique. Un endroit où les équations s'enroulent sur elles-mêmes, où les nombres deviennent infinis, où l'espace et le temps cessent d'être des notions définies. Bienvenue dans le cœur de l'ombre. Qu'est-ce qu'une singularité? Une réponse qui dérange. Une singularité est, en théorie, une région où la densité devient infinie. La courbure de l'espace-temps devient infinie. La gravité devient infinie. Et autant être clair. L'univers n'aime pas les infinis. Quand un physicien voit un infini dans une équation, il se dit automatiquement: il y a un problème. Il manque quelque chose. C'est le signe qu'une théorie atteint ses limites. Car dans la nature, les infinis n'existent pas. Il n'y a jamais de température infinie, de densité infinie, d'énergie infinie. Donc la singularité, telle que décrite par la relativité d'Einstein, n'est pas vraiment un objet physique. C'est plutôt un panneau routier qui dit: ici, votre carte n'est plus valable. Ce n'est pas un endroit. C'est un aveu d'ignorance. Pourquoi Einstein prédit une singularité? La relativité générale, la grande théorie de la gravité, fonctionne parfaitement pour décrire les planètes, les étoiles, les galaxies, l'expansion de l'univers, les trous noirs vus de l'extérieur. Mais la relativité a un ennemi naturel. La matière très dense et très petite. Plus la matière se compresse, plus l'espace-temps se courbe. Plus il se courbe, plus la gravité devient puissante. Et à un mot, les équations d'Einstein ne peuvent plus suivre. Elles plongent vers l'infini. C'est le signal clair que la relativité générale manque de quelque chose. La mécanique quantique. Les trous noirs sont donc le point exact où nos deux meilleures théories du monde deviennent incompatibles. Pourquoi ne pouvons-nous pas savoir ce qu'il y a au centre? Parce que pour comprendre la singularité, il nous faut une théorie qui combine la relativité générale qui décrit la gravité, les grandes structures, le cosmos, et la mécanique quantique, qui décrit l'infiniment petit, les particules, les champs d'énergie. Mais aujourd'hui, ces deux théories refusent obstinément de fonctionner ensemble. Elles sont comme deux langages qui ne peuvent pas être traduits. Deux instruments jouant deux musiques différentes.
Deux visions du monde qui s'accordent presque partout, sauf dans les endroits extrêmes, comme une singularité. La singularité est donc une zone où la nature ne nous laisse plus utiliser nos outils actuels. C'est la plus grande frontière intellectuelle de la physique moderne. Les grandes pistes pour une théorie du tout. Pour comprendre ce qu'il y a vraiment dans un trou noir, il nous faut une théorie du tout. Une théorie qui unifie le monde quantique et le monde gravitationnel. Plusieurs pistes existent aujourd'hui, toutes fascinantes, aucune encore confirmée. La gravité quantique. C'est l'idée la plus simple. Rendre la gravité elle-même quantique, comme les autres forces. Cela signifierait qu'à très petite échelle, l'espace-temps serait granuleux, légèrement fluctuant, comme un tissu composé de minuscules mailles. Dans cette vision, la singularité ne serait pas un point infini. Elle serait remplacée par une région où les effets quantiques empêchent la compression totale de la matière. Un peu comme une étoile à neutrons, mais encore plus extrême. La théorie des cordes. Selon cette théorie, toutes les particules ne seraient pas des points, mais de minuscules cordes vibrantes. La gravité y apparaît naturellement comme une vibration particulière. La théorie des cordes prédit que l'intérieur d'un trou noir pourrait être un réseau d'énergie en tension, une bulle multidimensionnelle, ou même un tunnel vers un autre endroit de l'espace-temps. Un pont d'Einstein-Rosen, ce que l'on appelle un trou de verre. Mais attention, rien n'indique que ces structures soient traversables. La gravité quantique à boucle. Cette théorie imagine que l'espace-temps lui-même est tissé de minuscules anneaux. À de très petites échelles, la géométrie devient discrète, pas continue. Résultat. L'effondrement gravitationnel pourrait rebondir. Au lieu d'une singularité, on aurait une sorte de noyau quantique extrêmement dense mais fini. Certains modèles disent même que chaque trou noir serait un passage vers un nouvel univers. Un bébé univers né à l'intérieur d'un autre. Une matrioshka cosmique infinie. L'holographie, et si l'intérieur n'existait pas vraiment? Une autre idée, encore plus vertigineuse, propose que tout ce qui tombe dans un trou noir serait en réalité stocké sur sa surface, comme une gigantesque mémoire holographique. Une sorte de disque dur cosmique. Dans ce modèle, la singularité n'existerait pas comme point interne. Tout serait inscrit sur l'horizon des événements. L'intérieur serait une illusion géométrique. Une conséquence étrange d'une théorie plus profonde. Ce que nous savons, en réalité. Aujourd'hui, la science est humble. Elle accepte ceci. Nous ne savons pas ce qu'il y a réellement au centre d'un trou noir. Nous savons seulement que la relativité prédit une singularité, mais qu'elle n'est pas complète, et que la physique quantique doit intervenir. La singularité est donc un symbole. Le symbole de tout ce que nous ne comprenons pas encore. C'est la pierre manquante du puzzle. La pièce centrale d'une énigme cosmique. La singularité comme horizon intellectuel. Pour les explorateurs, la Terre a longtemps été remplie de terra incognita. Des lacunes sur les cartes, des zones blanches entourées de dragons dessinés à la hâte. La singularité est notre zone blanche moderne. Un endroit où nos théories cessent d'exister. Une frontière où le savoir se dissout. Mais ce n'est pas un mur. C'est une invitation. Une invitation à repenser l'univers. À réécrire ses lois. À imaginer une physique plus grande que tout ce que nous avons construit. Les trous noirs sont donc nos professeurs les plus silencieux. Et les plus exigeants. À présent, nous quittons la théorie pure pour entrer dans une expérience mentale. Un voyage. Un saut dans l'inconnu. Imagine-toi dans un vaisseau, avançant sans bruit dans le froid intersidéral. Devant toi, un disque incandescent tourbillonne autour d'une masse invisible. Il ressemble à un soleil brisé, aplati, chauffé au blanc, accéléré jusqu'à frôler la lumière. Au centre, pourtant, il n'y a rien. Un cercle noir. Un trou dans le monde. Un trou noir. Tu te rapproches.
Et commence la dernière descente d'un voyageur. L'approche, quand l'espace devient liquide. De loin, un trou noir paraît simplement sombre. Mais à mesure qu'on s'en approche, la géométrie elle-même commence à se déformer. Les étoiles derrière lui se dupliquent, se courbent, s'étirent comme si l'on regardait l'univers à travers une gigantesque goutte d'eau. Cet effet porte un nom. La lentille gravitationnelle. La gravité courbe l'espace. L'espace courbe la lumière. Et la lumière déforme tout ce que tu vois. Autour de toi, les étoiles semblent glisser lentement le long d'arcs inexistants. Le ciel se resserre. Le temps paraît s'étirer. Tu ne tombes pas encore. Mais tu n'es plus vraiment libre. Le frôlement du disque d'accrétion. En passant près du disque incandescent, tu observes un phénomène encore plus étrange. L'un des côtés du disque semble plus lumineux que l'autre. Pourquoi? Parce que l'une des moitiés se déplace vers toi, et l'autre s'éloigne. La relativité restreinte amplifie la lumière d'un côté, l'atténue de l'autre. Effet Doppler relativiste. Tu t'attends presque à entendre le rugissement silencieux de cette matière chauffée à des millions de degrés. Mais l'espace, lui, ne transmet rien. Le point de non-retour, l'horizon des événements. Tu approches maintenant du seuil ultime. La frontière qui sépare le monde extérieur du monde intérieur. Le point de non-retour. L'endroit où même la lumière abandonne. Il n'y a aucun mur. Pas de changement brusque. Rien qui ressemble. À une porte. Et pourtant, tout change ici. Pour un observateur lointain, ton vaisseau ralentit. Il semble s'immobiliser. Sa lumière s'étire vers le rouge, devient infrarouge, puis disparaît complètement. De leur point de vue, tu n'entreras jamais. Mais pour toi, tout continue normalement. Tu franchis l'horizon sans t'en rendre compte. C'est une frontière à sens unique. Comme une cascade silencieuse pour un poisson qui nage à contre-courant. Toi, tu passes. L'univers, lui, ne te suit plus. À l'intérieur, la flèche du temps se renverse. Dès l'instant où tu passes l'horizon, une vérité renversante se produit. Tu ne peux plus ne pas tomber. Aller vers le centre devient aussi inévitable que d'aller vers le futur. Dans un trou noir, le temps et l'espace échangent leur rôle. Tomber vers la singularité devient équivalent à avancer dans le temps. Essayer de remonter vers l'horizon devient aussi impossible que retourner hier. Tu n'es donc pas attiré par le centre. Tu y es poussé par la structure même du temps. Tu n'as pas le choix. Le ciel se referme. À mesure que tu t'éloignes de l'horizon, celui-ci se referme derrière toi comme une sphère noire entourant tout l'univers extérieur. Le monde que tu connaissais n'est plus visible qu'à travers un point minuscule. Un souvenir lumineux qui se rétrécit. Devant toi, il n'y a qu'une direction possible. L'intérieur. La chute commence réellement. Le spaghetti cosmique, la marée gravitationnelle. À mesure que tu t'approches du centre, la gravité devient inégale. Ton vaisseau comme ton corps ressent une différence de force entre les pieds et la tête, la gauche et la droite. Cette différence porte un nom. La force de marée gravitationnelle. Dans un trou noir stellaire, elle est si forte qu'elle déformerait un humain comme un fil de pâte. Spaghettification. Dans un supermassif, au contraire, elle est étonnamment douce. Tu tomberais pendant des minutes, voire des heures, sans douleur. C'est cruel. Parce que cela te laisse le temps de te rendre compte de ce qui arrive. Le cœur de l'ombre, la singularité. La chute accélère. L'espace se courbe comme du tissu tendu à l'extrême. Tu n'es PL. Tu es un voyageur. Tu es un témoin. L'approche finale de la singularité ressemble moins à un impact qu'à une transformation du réel. Les directions perdent leur signification. Le centre n'est plus un point, mais un destin. Un futur inévitable, codé dans la géométrie du temps.
Et ce futur porte un nom. La singularité gravitationnelle. Mais que vas-tu voir? Rien. Le voyageur ne voit jamais la singularité. Il n'a pas le temps. Car avant d'atteindre ce cœur impossible, les forces de marée deviennent infinies. Et la matière, n'importe quelle matière, est détruite au niveau fondamental. La chute se termine dans un horizon que nul ne peut décrire. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car si la physique quantique modifie l'intérieur, alors peut-être que la singularité n'existe pas. Peut-être qu'un noyau quantique, un rebond, ou même un autre univers t'attendait. Mais cela, aucun voyageur ne pourra jamais le raconter. Un trou noir est bien plus qu'un objet astronomique. C'est une frontière intellectuelle. Un défi lancé à l'humanité. Un endroit où nos équations, pourtant les meilleures de toute l'histoire, s'effondrent soudain. Les trous noirs ne déforment pas uniquement la lumière. Ils déforment la pensée scientifique elle-même. Parce qu'au cœur de leur obscurité, certaines questions deviennent brûlantes, explosives, presque interdites. Que devient l'information? L'horizon cache-t-il quelque chose ou détruit-il quelque chose? L'univers est-il holographique? Et si l'espace-temps n'était qu'une illusion, née de quelque chose de plus profond? L'intérieur du trou noir existe-t-il vraiment? Ce chapitre, c'est la confrontation finale entre la relativité générale et la mécanique quantique. Le paradoxe fondateur, l'information disparaît-elle? Imagine un livre entier qu'on jette dans un trou noir. Les pages, l'encre, chaque phrase, chaque caractère. Tout tombe et disparaît au-delà de l'horizon. La relativité générale dit: l'information est perdue pour toujours. Mais la mécanique quantique dit: impossible. L'information ne peut pas être détruite. Jamais. C'est une règle fondamentale. La conservation de l'information. Elle est aussi sacrée que l'énergie ou la matière. Or, un trou noir semble la violer. Stephen Hawking lui-même, en 1975, bouleverse tout. Il découvre que les trous noirs émettent une radiation. Le rayonnement de Hawking. Inouï à l'époque. Les trous noirs s'évaporent lentement, très lentement. Et lorsqu'ils disparaissent, toutes les informations qui y sont tombées semblent totalement perdues. C'est devenu l'un des plus grands paradoxes de toute la physique moderne. La surface contient-elle tout? L'holographie. Face à cette contradiction, une idée folle mais brillante émerge dans les années 1990. Toute l'information d'un volume peut être stockée sur sa surface. C'est le principe holographique, inspiré des travaux de Gérard Théoft et Léonard Susskind. Imagine un hologramme. Une image en 2D qui contient une illusion 3D parfaite. L'univers fonctionnerait exactement ainsi. Et le trou noir en serait l'exemple ultime. L'information qui tombe dedans n'est jamais stockée à l'intérieur. Elle est gravée sur sa surface, l'horizon des événements. Pas au centre. Pas dans la singularité. Sur la peau du trou noir. Comme si l'horizon était un disque dur cosmique. Une bibliothèque d'une densité presque infinie. C'est l'une des idées les plus puissantes de la physique moderne. Car elle ouvre la porte à quelque chose d'encore plus vertigineux. Et si tout l'univers était un hologramme? Et si notre réalité 3D n'était qu'une projection d'une surface cosmique fondamentale? C'est une hypothèse sérieuse, pas de la science-fiction. Et les trous noirs en sont le laboratoire naturel. Le mur de feu, quand la théorie devient folle. En 2012, une nouvelle idée débarque. Une idée choquante. Certains physiciens affirment que l'horizon n'est pas doux et indolore, comme le prédit Einstein. Mais qu'il est une véritable barrière de flamme quantique. Un firewall. Un mur de feu. Si c'est vrai, alors tout objet qui traverse l'horizon serait instantanément détruit. Vaporisé en une fraction de seconde par une chaleur infinie. C'est totalement incompatible avec la relativité générale, qui affirme précisément l'inverse. Le problème est simple, mais dévastateur.
La physique quantique exige la préservation de l'information. Einstein exige une traversée de l'horizon sans événement. Les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Quelque chose doit céder. Et personne, à ce jour, n'a la réponse finale. Les ponts d'Einstein-Rosen. Les trous de verre. En 1935, Einstein et Nathan Rosen étudient une solution étrange. Un trou noir connecté à un autre endroit de l'espace-temps. Un passage. Un pont courbé dans la géométrie de l'univers. Le pont Einstein-Rosen. Dans la fiction, ce serait un portail, un tunnel pour voyager dans l'espace ou le temps. Mais dans la réalité, ce pont est instable. Il s'effondre avant qu'un photon puisse le traverser. Cependant, la physique quantique pourrait changer ça. Certains pensent que entrelacement quantique égale tunnel gravitationnel. Abstrait, mathématique, pas un passage. Une idée provocante. Deux particules intriquées sont liées par un micro-trou de verre. Deux théories opposées, fusionnées dans un même concept. C'est peut-être l'une des clés pour résoudre la singularité. La gravité émergente, l'espace-temps n'est-il de l'information? Une théorie encore plus radicale a vu le jour récemment. La gravité ne serait pas une force fondamentale. Elle serait un effet émerge, comme la pression ou la température. Le tissu de l'espace-temps ne serait pas réel. Il serait créé par l'organisation de l'information quantique. Cette idée, portée notamment par Éric Verlinde, suggère que le trou noir agit comme un ordinateur cosmique. Son horizon est sa mémoire. La singularité est une limite mathématique, pas une réalité physique. Dans cette vision, comprendre les trous noirs revient à comprendre le fonctionnement du code source de l'univers. Ce que les trous noirs nous disent vraiment. Les trous noirs ne sont pas seulement des monstres cosmiques. Ce sont des points de rupture dans notre compréhension. Des endroits où l'univers murmure. Vous avez compris une partie de moi. Mais pas encore tout. Il pose les plus grandes questions que l'humanité ait jamais formulées. Qu'est-ce qui est réel? L'espace existe-t-il vraiment? Le temps est-il fondamental? L'information peut-elle se perdre? Sommes-nous dans un monde holographique? Que se passe-t-il réellement au centre d'un trou noir? Les trous noirs sont les gardiens de ces questions. Ils sont à la frontière entre le connu et l'impossible. Entre la matière et l'abstraction. Entre la physique et la philosophie. Au fond, les trous noirs ne sont pas des monstres à craindre, ni des labyrinthes à conquérir. Ils sont des miroirs. Des miroirs qui reflètent nos certitudes et nos limites. Chaque question qu'ils posent sur l'information, le temps, la réalité est un écho de notre curiosité, de notre désir de comprendre l'univers. Peut-être que l'information ne disparaît jamais vraiment. Peut-être qu'elle est gravée, pixel par pixel, sur l'horizon de chaque mystère que nous explorons. Et si l'univers entier était un hologramme, alors nous aussi sommes des projections, des fragments d'une réalité plus vaste que nous ne pouvons imaginer. Observer un trou noir, c'est contempler ce qui dépasse l'espace et le temps, et accepter que certaines réponses resteront peut-être hors de portée. Mais il y a une beauté infinie dans cette ignorance. Car chaque question qu'un trou noir suscite est une invitation à penser, à rêver, à repousser les frontières de notre savoir. Et c'est là, dans cet entrelacement de science et de mystère, que la véritable aventure commence. Bonne nuit.